On voit maintenant les dilatations affines. E est un espace affine de dimension n supérieure ou égale à 2, de direction grand E, H un hyperplan de l'espace affine, D une droite vectorielle supplémentaire à la direction de H, lambda un nombre réel, P la projection affine sur H suivant D, et F qui est donné par cette relation. Si lambda égale 0, ça fait que l'image de M c'est P de M, donc F égale P. Si lambda égale 1, ça fait P de M plus le vecteur P de M, M, donc ça fait le point M, et donc F égale l'identité. Sinon, F s'appelle une dilatation affine, c'est une application affine, dont la partie linéaire est donnée par cette relation, et grand H est l'ensemble des points invariants de F. Démonstration, F de M égale M, ça équivaut à dire que M égale P de M plus ça, donc P de M, M est égal à lambda fois ça, et donc on a ça. Et comme on est dans le cas lambda différent de 1, ça nous donne que P de M, M égale 0, donc que M égale P de M, et donc que M appartient à H, et on a des équivalences partout. Si O est un point de H, et donc puisque O est invariant, j'ai vecteur OF de M qui est égal à vecteur OPM plus lambda fois ce vecteur-là. Et donc ça, je peux dire que je prends la partie linéaire de la projection, puisque O se projette en lui-même, ça fait ça, plus lambda O. Alors là, je fais OM moins OP de M, mais OP de M, c'est P de OM. Et donc, j'obtiens que F est affine de partie linéaire P plus lambda identité moins P. Évidemment, en développant ça, ça me fait tout de suite 1 moins lambda P plus lambda identité que j'ai bien écrit ici. Si je prends un repère de H que je complète par un vecteur En de D non nul, ce qui est possible, puisque D est supplémentaire à la direction de H, bien sûr. Et donc j'obtiens un repère de E, et dans ce repère, quand je prends un point M de coordonnées xk, les coordonnées de P de M c'est ça, les coordonnées de P de M, M c'est ça, et donc F de M va être donné par cette relation matricielle, d'où on voit que la partie linéaire est diagonalisable, que son déterminant est égal à lambda, et comme lambda est différent de 0, c'est même une bijection affine. De plus, donc lambda est valeur propre de la direction de la partie linéaire de f, différente de 1. Et d, d c'est donc ker de f moins lambda identité, c'est un sous-espace propre. Les éléments caractéristiques de E sont donc h égale l'ensemble des points invariants de f, lambda égale déterminant de f, d égale ker de f moins l'identité. Ils sont donc uniques. On parle de dilatation d'hyperplan H de rapport lambda direction D. D'accord ? La matrice de la partie linéaire de F montre que la partie linéaire de F est une dilatation vectorielle de base. La direction de H, le rapport lambda et direction D. Propriété F affine dont la partie linéaire est une dilatation vectorielle, alors c'est une dilatation affine si et seulement si l'ensemble des points invariants est différent du vide. Bon, dans un sens c'est évident, puisque grand H, l'hyperplan, c'est l'ensemble des points invariants, donc il est non vide. Dans l'autre sens, si je suppose que la partie linéaire est une dilatation vectorielle de base grand H de rapport lambda et de direction D, je prends un point O, un invariant de F, et que je prends H, l'hyperplan défini par le point O et la direction H, un point M de l'espace, P la projection sur l'hyperplan affine H suivant la direction D, je vais avoir quoi? OM égale OP de M plus P de MM, c'est châle. Ça, puisque O c'est P de O, puisque O appartient à H, je vais pouvoir dire que c'est partie linéaire de P en vecteur OM plus P de MM. D'accord? Ça appartient à H, ça appartient à D, et donc, puisque la partie linéaire est une dilatation vectorielle, eh bien, F flèche en OM va être égal à P de vecteur OM plus lambda P de M, M. D'accord? Ça, c'est parce que c'est une dilatation vectorielle, c'est-à-dire qu'on garde celui-là, mais on multiplie celui-là par lambda. Voilà. Donc O est invariant, donc vecteur OF de M est égal à partie linéaire de F en OM, donc ça va faire
ça, c'est-à-dire comme P de O vaut O, bah, ça fait O vecteur O P de M plus lambda fois P de M M. Donc ça veut dire que F de M est égal à P de M plus lambda P de M M. Et ça, c'est une dilatation affine d'éléments H, lambda et D. Et donc, c'est gagné. Remarque, soit F une dilatation affine de base d'hyperplan H, de direction la droite vectorielle D, de rapport lambda, différente 0,1. Lambda égale moins 1 si et seulement si F est la symétrie par rapport à l'hyperplan H suivant la direction D. Petit 2, la restriction de F à une droite quelconque de direction D est une homothétie de rapport lambda. Démonstration, dire que F est la dilatation de rapport moins 1, ça équivaut à dire ça, avec P qui est la projection sur H suivant D, parce que j'ai remplacé lambda par moins 1. Et donc ça équivaut à dire que P de MM' égale moins P de MM, et donc P de M est le milieu de MM'. Donc ça équivaut à dire que M' est le symétrique de M par rapport à H suivant D. Petit 2, D une droite de direction D coupe l'hyperplan, elle est séquence à l'hyperplan d'un point O, puisque l'hyperplan, la direction de l'hyperplan et la direction de la droite D sont supplémentaires dans l'espace vectoriel. Soit M donc un point sur D, comme O appartient à D, ben, vecteur OM appartient à D, mais O il appartient à l'hyperplan H. Donc O c'est le projeté de M sur H suivant D. Donc quand on remplace dans M' égale P de M plus lambda P de M M, on obtient M' égale O plus lambda OM, ce qui fait OM' égale lambda OM, et donc la restriction de F à D, c'est l'homothétie de centre O et de rapport lambda. F une application affine dont la partie linéaire est une dilatation vectorielle, alors F est égal à translation de vecteur U rond G, où G est une dilatation affine. C'est évident si l'ensemble des points invariants n'est pas vide, parce que alors F est une dilatation affine, donc on peut s'écrire translation de vecteur nul rond F, qui est une dilatation affine. Donc on est bien ça. Sinon, on prend un point A, on appelle A' son image par F, et on considère G égale translation de vecteur A' rond F. Sa partie linéaire, ça va être identité rond la partie linéaire de F, donc ça fait la partie linéaire de F. Donc c'est une dilatation vectorielle. Et si je prends l'image de A, par F ça fait A', et par translation de vecteur A', ça fait A. Donc ça veut dire que G de A est égal à A, et donc que l'ensemble des points invariants par G n'est pas vide. Donc G, puisque la partie linéaire de G est une dilatation vectorielle, ça implique que G est une dilatation affine. Mais cette égalité nous dit que F est égal à TAA' rond G, et donc on est exactement dans cette position avec G, qui est une dilatation affine. On voit maintenant les transvections affines, ce sont des applications F de cette forme, avec U qui est une forme affine de noyau l'hyperplan affine H, et un vecteur H qui appartient à la direction de cet hyperplan privé de 0. F est une bijection affine, sa partie linéaire est une transvection vectorielle d'hyperplan la direction de H. Démonstration, on prend un point O appartenant à H, donc U de 0 est égal à U de O est égal à 0, puisque ker U égale H, et donc U de M est égal à la partie linéaire de U en vecteur OM, et OM' est égal à OM plus partie linéaire de U en OM, vecteur H. Donc là, je vois clairement apparaître une application linéaire, X plus partie linéaire de U en X, H, qui est une transvection vectorielle parce que ker de U est égal à ça, est égal à la partie linéaire de H. Et H est différent de 0 et appartient à la direction de H. Donc ça assure ça que la partie linéaire est une transvection vectorielle, donc on a donc bien une application affine, qui est une bijection, puisque la partie linéaire étant une transvection vectorielle est une bijection, donc F est une bijection. Voilà. Et tout est démontré. Deuxième propriété, l'ensemble des points invariants par F est l'hyperplan H. En effet, dire que M' est égal à M, ça équivaut à dire que U de M est égal, M' égale M, donc ça équivaut à dire que UM H
est égal à 0, mais h est différent de 0, donc ça équivaut à dire que u de m égale 0. Donc m appartient à Keru qui est égal à h. Les éléments qui caractérisent f sont donc h égale, alors h c'est Keru, mais c'est surtout l'ensemble des points invariants de f, d'accord? Donc il y a unicité de cet hyperplan h. Par contre, il n'y a pas unicité de u et du vecteur h. Ils sont définis l'un à lambda près et l'autre à 1 sur lambda près. En effet, si j'ai ça, avec deux formes linéaires, qui ont forcément le même noyau, d'après ce qu'on a vu précédemment, eh bien je vais avoir donc Kerv qui est égal à l'ensemble des points invariants de f qui est égal à Keru, et donc v qui va être égal à lambda u. Et si v est égal à lambda u, bah évidemment que si v est égal à lambda u, h va être égal à... Alors si... Là, j'ai peut-être fait à l'envers. Si v est égal à lambda u, donc c'est que h' est égal à 1 sur lambda h. Voilà. F, propriété f affine, telle que sa partie linéaire sur une transvection vectorielle. Alors, f est une transvection affine si et seulement si l'ensemble des points invariants de f est non vide. Alors, dans un sens, c'est évident, puisque l'ensemble des points invariants est un hyperplan. Dans l'autre sens, je prends, comme il y a un point invariant, je l'appelle O, j'ai M' qui est égal à O plus partie linéaire de f en OM. Mais ça, c'est une transvection vectorielle, donc ça fait ça. Où phi est une forme linéaire non nulle de noyau H, et le vecteur H non nul appartient à H. D'accord? Donc là, O plus OM, ça fait M, plus, et ça j'appelle ça U de M H, avec U de M qui est égal à phi de OM, ça c'est donc une forme affine. De noyaux, on veut que phi de OM soit égal à 0, donc ça veut dire que OM appartient à grand H. Donc ça veut dire que c'est l'hyperplan qui passe par O et qui a comme direction H. Voilà. Et donc on a bien affaire à une transvection affine. Exemple d'une application affine qui n'est pas une transvection affine, alors que sa partie linéaire est une transvection vectorielle. Alors, on prend ici dans un repère avec cette matrice, qui est la matrice d'une transvection vectorielle. En rajoutant ça, l'ensemble des points invariants est vide, parce que si les premières équations xk égale xk ne posent pas de problème, mais les deux dernières, on va avoir xn-1 plus xn qui doit être égal à xn-1 plus 0, donc ça fait ça, et puis la dernière c'est xn est égal à xn plus 1, et ça pose problème. Et donc il n'y a pas de point invariant, et donc tout est démontré. Une bijection affine différente de l'identité laissant invariant un hyperplan H point par point. S'il existe un point M qui n'est pas dans l'hyperplan H, tel que vecteur M f de M appartiennent à la direction de H, alors F est une transvection affine et vecteur M f de M appartient à la direction de H, quel que soit le point M de l'espace. Sinon, c'est une dilatation affine. Démonstration. Eh bien, comme c'est une bijection, sa partie linéaire est un automorphisme, et comme petit f laisse invariant l'hyperplan H, sa partie linéaire laisse invariant l'hyperplan grand H qui est la direction de H. La partie linéaire est différente de l'identité de E, sinon on aurait f qui serait une translation de vecteur non nul parce que f n'est pas l'identité. Et à ce moment-là, évidemment, tu de M est différent de M, quel que soit M appartenant à l'espace, donc notamment à l'hyperplan. Donc l'hyperplan ne serait pas invariant point par point, ce qui est contraire aux hypothèses. Donc f, la partie linéaire de f, est une dilatation vectorielle ou une transvection vectorielle. Si c'est une transvection vectorielle d'hyperplan H, alors comme l'ensemble des points invariants fait partie, comme H est inclus dans l'ensemble des points invariants de f, l'ensemble des points invariants de f est différent de vide, puisque H est un hyperplan. Donc, puisque la partie linéaire est une transvection vectorielle, petit f est une transvection affine. Donc, on a ça avec les notations habituelles. Et on voit que M f de M est collinéaire à petit h qui appartient à un grand H. Donc, M f de M appartient à H, quel que soit M appartenant à E. Sinon, la partie linéaire est une dilatation vectorielle d'hyperplan H. Et comme l'ensemble des points invariants est différent de vide,
on sait qu'on a affaire à une dilatation affine d'hyperplan grand H, dont la direction c'est le grand H en question. D'accord? Et alors, M' est égal à P de M plus lambda P de M, hein, quel que soit M, où P est la projection sur H suivant D. M'n' appartient à la direction de H, ça équivaut à dire, alors j'appelle ça petit m, hein, que grand M petit m plus lambda petit m grand M appartient à la direction de H, quel que soit M, et donc que lambda moins 1, puisque là c'est le vecteur opposé à celui-là, appartient à H. Comme lambda est différent de 1, ça équivaut à dire ça. Mais petit m, grand M, on a projeté grand M en petit m sur H suivant D. Donc ça appartient à D. Et D inter H est égal à 0, vecteur nul. Donc, dire ça, ça équivaut à dire que mm égale 0, donc que grand M est égal à petit m, et donc que grand M appartient à H. Donc en fait, on ne peut pas avoir ça si M n'appartient pas à H. Or, là on nous dit quoi? S'il existe M qui n'appartient pas à H tel que l'on est ça, alors c'est une transvection. Donc là on vient voir que ça ne peut pas être une donc là on vient de voir que ça ne peut pas être une dilatation. Donc effectivement c'est une transvection. D'accord? Et sinon, sinon c'est forcément une dilatation. Et on aura ça pour aucun point. Alors là on a vu que si c'est une transvection, dans la première partie, effectivement, on a bien ça. Quel que soit M appartenant à M. Toujours avec un espace affine de dimension n supérieur ou égal à 2, F appartient à SA de E. SA de E, c'est l'ensemble des applications affines de E vers E, dont le déterminant, tel que le déterminant de leur partie linéaire, est égal à 1. Si F admet un point invariant, alors F est un produit fini de transvection affine. Démonstration, F appartient donc à SL de E, puisque son déterminant est égal à 1. Et on sait qu'alors, F est un produit fini de, fini ça prend pas un E, hein, transvection vectorielle. Donc je note avec une flèche pour dire que ce sont des applications linéaires. Hein. T1 jusqu'à TP, soit O le point invariant de F, puisqu'elle admet un point invariant. Et je note TP, l'application qui a M, associe O plus TK de OM, si bien que TK de O est égal à O. Donc l'ensemble des invariants de TK est différent du vide, et sa partie linéaire TK est une transvection vectorielle, donc on sait que TK est une transvection affine. Maintenant, la partie linéaire de F, c'est égal à la partie linéaire de T1 rond, T2 rond jusqu'à TP, et F de 0 est égal O. F de 0 et T1 rond T2 rond TP de 0 ont tous les deux la même image qui est 0, qui est O. Donc F est égal à T1 rond, etc. TP. D'où le résultat, c'est bien un produit fini de transvection affine. Toute transvection affine, F est un produit fini de dilatation affine, soit F une transvection affine. On sait que F, alors, la partie linéaire est une transvection vectorielle, donc un produit de dilatation vectorielle, que je note comme ça, la même notation que tout à l'heure. F admet donc un point invariant, c'est la même démonstration, hein, soit dk qui a M appartenant à E associe O plus dk de OM, donc qui envoie O en haut, F envoie O en haut, la composition envoie O en haut puisque chacun envoie O en haut, et la partie linéaire de F, c'est la même que la partie linéaire de D1 rond jusqu'à dp. Donc F est égal à ça. Et donc j'étais parti avec une transvection affine, et je vois que c'est un produit fini de dilatation affine. Théorème, l'ensemble des transvections affines engendre l'ensemble SA de E des applications affines de E vers E de déterminant 1, c'est-à-dire déterminant de la partie linéaire est égal à 1. L'ensemble des dilatations affines engendre l'ensemble GA de E des applications affines bijectives de E vers E. E, toujours un espace affine de dimension n supérieure ou égale à 2. Les transvections affines, c'est la démonstration, appartiennent évidemment à SA de E, car si F est une transvection affine, on a vu qu'il y a une base dans laquelle le déterminant était égal à 1. Les dilatations affines appartiennent à GA de E, parce que si F est une dilatation affine de rapport lambda, on peut trouver une base où la matrice soit comme ça, donc de déterminant lambda
différent de 0. Soit f appartenant à SA de E ou appartenant à E, je le fixe au' égale f de O, TU la translation de vecteur au', au'. N supérieur ou égal à 2, je forme G qui à M donne O' plus G de OM, donc O va être envoyé en O', où G est la matrice de, où G a pour matrice ça. D'accord? Donc le déterminant ici de ce truc-là est égal à 1. D'accord? Et si je prends H égale G moins 1, la matrice de sa partie linéaire, ça sera ça, c'est l'inverse, toujours de déterminant égal à 1, qui appartient donc à SL2. Donc, la partie linéaire de TU rongée, là la partie linéaire c'est l'identité, donc c'est celle de G, donc ça fait déterminant de T qui vaut 1, multiplié par celle de G qui vaut 1, c'est 1. Donc en fait, V égale TU rongé appartient à SA de E. Et il envoie O en haut, puisque O par G est envoyé en O' et par TU en haut. Donc TU rongé, on sait, est un produit de transaction affine. H égale G moins 1. Bah, le noyau de H pour l'identité est égal à 0 parce qu'en en fait, il n'y a pas l'identité sur la diagonale. Là, on a toutes les valeurs propres. 1 n'est pas une valeur propre. Donc H a un unique point fixe oméga. H de oméga est égal à oméga. H appartient à SL de E, H a un point fixe, donc c'est un produit aussi de transaction affine. Donc TU, qui peut s'écrire TU rongé moins 1, va s'écrire comme un produit de deux produits de transaction. Et donc on obtient ça. TU rond F qui envoie O en O, puisque par F c'est envoyé en O', et par TU c'est envoyé en O. Et TU rond F, sa partie linéaire, c'est F, puisque là c'est l'identité, appartient à SL2. Donc il existe là aussi des transactions affines, telles que TU rond F est un produit de ces transactions affines. Donc F, qui peut s'écrire TU-1 rond TU rond F, va être en fait un produit de plein de transactions affines. TU-1, ben on va prendre l'inverse de ça, donc dans l'autre ordre, l'inverse de ça, rond l'inverse de ça, et on finit par l'inverse de T1, d'accord? Et puis on multiplie par TU rond F, ben oui, TU rond F c'était T seconde 1 jusqu'à T seconde 1. Donc on voit qu'on a un produit de transaction, car l'inverse d'une transaction, oui, parce que celle-là, c'est toutes des transactions affines, d'accord? Bah ça y est, le résultat est obtenu, on a pris F appartenant à SA de E, on a prouvé que c'était un produit de transaction. Maintenant, si on prend F appartenant à GA de E, soit G une dilatation de rapport D égale déterminant de F différent de 0. Donc, déterminant de F rongé moins 1, c'est le déterminant de F, c'est-à-dire D multiplié par 1 sur D, ça fait 1. F rongé moins 1 appartient donc à SLA de E. Et donc, d'après ce que j'ai montré avant, c'est un produit de transaction. F est égal de ça, là, je compose par G à droite, et donc je tiens que F est égal à ça. Mais G est une dilatation, et chaque transaction qu'il y a ici, on l'a démontré avant, est elle-même un produit d'un nombre fini de dilatation. D'accord? Chaque transaction est un produit fini de dilatation. Donc, on a un produit fini de dilatation, on encore une dilatation, G, et donc au total, on voit que F est un produit de dilatation. À chaque fois qu'on prend un F appartenant à GA de E, on a démontré que c'est un produit de dilatation, d'où le résultat. On va conclure ce chapitre maintenant par la proposition suivante. Les applications affines qui ne sont pas des translations en dimension supérieure ou égale à 2, telles que M, f de M, le vecteur, garde une direction constante non nulle, donc une droite, quand M varie dans l'espace affine E, eh bien ce sont les projections affines sur des hyperplans suivant une droite, les dilatations affines et les transvections affines. Alors F évidemment est différent de identité, parce que sinon ça serait la translation de vecteur nul. Démonstration. Premier cas, si F est une projection P sur un hyperplan H suivant une direction D, on a M P de M qui appartient à D, quel que soit M appartenant à l'espace affine. Donc ça marche.
Si f est une dilatation affine d'éléments h, d et lambda, m' est égal, l'image de m, c'est-à-dire f de m, est égal à p de m plus lambda p de m, m, d'où on obtient facilement que mm' est égal à ça, puis à ça. Et donc là, on voit, puisque p de m appartient à la droite D, on voit que mm' est toujours dans la droite D, donc ça garde une direction. Enfin, dernière chose, si c'est une transvection d'éléments H de forme U, avec un vecteur H qui appartient à l'hyperplan grand H égale car U, M' est égal à M plus U de M H, ben là on voit bien que MM' a la direction de H, donc appartient à cette droite. Donc ça marche quand c'est des projections, des dilatations, des transvections affines. Réciproquement, maintenant, supposons qu'on ait ça. MM' appartient à une direction U, U est un vecteur non nul, quel que soit M appartenant à M. Donc, notamment, O a pour image O', donc M a pour image M'. Donc, on sait que O' appartient à cette direction, M' aussi. Quand on fait O' M' moins OM, c'est-à-dire MM', quand on fait O' M' moins OM, ça nous fait O' plus OM' châle moins vecteur OM. Donc, ça fait MM', ça, moins vecteur OO'. Bon, mais celui-là appartient à cette direction U, l'autre aussi, donc ça appartient à U. Donc ça veut dire que ça, c'est quoi? C'est quand on prend la partie linéaire de F, c'est partie linéaire de F appliquée au vecteur OM, moins identité appliquée au vecteur OM appartient à cette direction, quelle que soit M. Donc ça veut dire que l'image de ça moins ça est inclus dans ça. D'accord? Or, si on prend cette application linéaire, cette image qui est un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel, c'est pas réduit à 0 parce que la partie linéaire de f n'est pas égale à l'identité de E parce que f n'est pas une translation. Donc ça veut dire que ça c'est de dimension au moins égale à 1 et comme ça c'est de dimension égale à 1. L'image est de dimension 1 et donc égale à cette droite engendrée par U. Donc, ker, le noyau, lui, va donc être un hyperplan, puisque dimension de l'image plus dimension du noyau, c'est égal à n. Donc, ça fera n-1, donc c'est un hyperplan vectoriel H. Et par ailleurs, f, la partie linéaire de f appliquée à x moins x, est égal à 0, quel que soit x appartenant à h. Donc f de x est égal à x, quel que soit x appartenant à h. Comme cette partie linéaire n'est pas égale à l'identité, parce que f n'est pas une translation, on a vu en début de chapitre qu'alors la partie linéaire est une projection sur h, une dilatation, donc une projection vectorielle, ou une dilatation vectorielle, ou une transvection vectorielle. On cherche donc un point invariant par f. Donc, on a M' égale O' plus partie linéaire de f en OM. Il est invariant si et seulement si M' est égal à M, c'est-à-dire O' M est égal à f de OM. Donc, O' plus OM est égal à f de OM. Et donc, f moins l'identité en OM est égal à O'. Mais O', il appartient à la direction de U, on l'a vu avant. Et ça, c'est l'image, on l'a vu, c'est l'image de f moins identité. D'accord? Donc, il va exister un vecteur W appartenant à E, tel que f moins identité appliquée à ce vecteur W est égal à O'. Et donc, si je prends A égale O plus W, je vais avoir le point A qui est invariant. Bon, si f est une dilatation ou une transvection, comme il y a un point invariance, petit f va être une dilatation affine ou une transvection affine. Ça, c'est des dilatations ou transvections vectorielles. Petit f affine. Si la partie linéaire est une projection vectorielle sur h suivant v, comme il y a un point fixe, eh bien, ça, petit f va être une projection sur l'hyperplan AH, qui passe par A direction h, suivant v. Et on aura AM' est égal à f de AM. Ça, c'est une projection